Bienvenue à mon point de vue sur la culture. Je m'appelle Poela Gangue. Mon point de vue sur la culture est un programme dans lequel je vais essayer de comprendre si le multiculturalisme est inclusif ou exclusif au Royaume-Uni, si ce n'est pour dire en général. Le but de cette émission est de créer une opportunité ouverte sur des sujets controversés. Hashtag Free Up Our Mind. Régulièrement, j'apporterai un sujet où mes invités ou encore mon invité et ma personne discuteront de manière approfondie sur différents angles dans le but de construire une frontière unifiée pour notre famille, nos enfants et nous-mêmes. Afin de construire ensemble nos atouts et notre richesse en tant qu'héritiers de notre patrimoine africain. Hashtag Umbutu. Aujourd'hui, notre intention se portera sur un sujet controversé qui est le culte des victimisations plus le refus de responsabilité chez le peuple afro-descendant. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribéen est aliéné. Il appelle ça hashtag nonsense. Le peuple afro-caribéen, plus d'émotion est égal à l'esclavage. Alors je me pose la question, pourquoi le noir n'aime pas le noir? Pourquoi pensons-nous que les flux migratoires ont commencé depuis l'Afrique? Alors, comme le dit le poète Sédar Senghor, l'émotion est nègre et la raison est aliène. La victimisation plus les mouvements pro-noirs est égale à néo-esclavage. Check Atan Djabji. Le poison culturel savamment inoculé depuis la plus tendre enfance est devenu partie intégrante de nos conceptions et se manifeste dans tous nos jugements. Gilly, un planificateur financier, avait lu une planificateuse financière certifiée, avait lu un matin sur les ondes d'une station de radio de New York. Les Noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves. Nous pouvons encore continuer à récolter des profits des Noirs sans effort physique de notre part. Regardez les méthodes actuelles de maintien dans l'esclavage qui s'imposent. Ignorance, avidité et égoïsme. Pour discuter de ce sujet, j'ai l'immense honneur d'être accompagné par Madame Rose Eke, fondatrice de Instance Sociale by Rose depuis la France. Madame Eke, bienvenue. Bienvenue, Monsieur Poela. J'espère que je prononce bien votre nom. C'est un plaisir pour moi d'être invité sur votre plateau. En principe, mon nom a été simplifié. Vous l'avez très bien prononcé. Ça fait partie de l'aliénation mentale que nous avons. Mon nom a été simplifié depuis la colonisation par les colons qui ont amené l'écriture latine en Afrique où, au lieu de prononcer Pugala, il était facile pour eux d'écrire Poela. Donc, vous l'avez bien prononcé. Tout ça va dans notre forme d'éducation et de rééducation. Donc, avant qu'on ne commence, qui est Instance Sociale by Rose? Instance Sociale by Rose, c'est une association qui a été créée en France par moi en juin 2020, pendant le confinement. L'association permet d'accompagner des personnes en difficulté administrative en France, particulièrement les sans-papiers. Donc, c'est vrai que les personnes en difficulté administrative, c'est pas que les sans-papiers, mais je suis plus axée avec l'équipe sur les sans-papiers, donc l'immigration. Quand vous dites Instance Sociale by Rose, vous êtes fondé par qui? Ça a été fondé par moi. Voilà. Qui êtes-vous? qui êtes-vous? J'arrive. Donc, par moi, effectivement, Madame Rose Eke Dioma. Et Eke, ça rejoint tout à l'heure, tu disais, si je peux te tutoyer, bien sûr. Ah non, allez-y. Ok. Alors, tu disais tout à l'heure que ton nom a été simplifié. Le mien, pareil. Voilà, c'est Eken. Donc, en bas-fond de l'Ouest Cameroun, qui veut dire Eke. Donc, à la mairie, lors de l'établissement de mon acte de naissance, ils ont fait une erreur, ils n'ont pas mis le N. C'est pourquoi mon nom crée beaucoup de confusion sur les origines, sachant qu'on en a plusieurs cultures. Et puis, c'est un nom qui me rapproche beaucoup du littoral et du centre. Voilà. Certains de mes auditeurs peuvent me demander pourquoi nous nous attardons sur les noms. Mais si tu ne connais pas vos noms, si vous ne connaissez pas la définition de vos noms, vous ne connaissez pas d'où vous venez et où vous partez. Justement, nous nous rendons compte en Babadan, justement là, vous et moi, Madame Eke, nous nous rendons compte que nous... la simplification de nos noms, la dilution de nos sources et de nos cultures ont été faites depuis la colonisation sur plusieurs formes. Le nom, la manière qu'on prononce nos noms et on écrit nos noms en font partie. Mais que cela n'en tienne, revenons au sujet, qui est
qui est la plateforme, qui est votre personne, la plateforme et votre approche de ce qu'il appelle hashtag nonsense chez le peuple afro-caribien. Donc, depuis combien de temps votre plateforme existe? Vous avez dit que vous avez lancé depuis le lockdown, le confinement. Oui, officiellement, l'association existe depuis le 20 juin 2020. Mais officieusement, je fais cet accompagnement depuis longtemps, depuis presque 10 ans, que j'accompagne bénévolement les personnes en difficulté administrative sur le terrain. Donc, je l'ai officialisé en 2020. Voilà. Donc, depuis 10 ans, ça fait 10 ans d'existence que vous étiez en train de marteler ou bien de développer votre approche pour aider la communauté. Non, j'ai envie de dire, je faisais cet accompagnement à titre bénévolement dans d'autres structures, dans d'autres associations, dans la communauté autour de moi. Et pour la petite histoire, c'est en 2018 que j'allais l'officialiser, mais c'était très lourd comme projet parce que en dehors des personnes en difficulté administrative, des sans-papiers, je suis très axée sur l'autisme. Donc, je ne pouvais pas faire les deux à la fois et j'ai privilégié l'autisme et ensuite l'instant social. L'autisme, nous en revenons à ça. Ça serait un plaisir pour moi de vous avoir su, justement pour parler de la sensibilisation, de l'awareness en anglais, comme on peut dire, au niveau de l'autisme dans la communauté afro-descendante. La maladie mentale, c'est un mythe dans la communauté africaine ou un fait. Nous en revenons un peu sur un autre débat. Ça me fait plaisir. Donc, d'où vous vient la nécessité depuis le départ? Parce que, quelle est la nécessité? Quel était le point déclencheur pour que vous puissiez lancer cette plateforme bénévolale, accompagner les gens depuis plus de 10 ans? D'où vient la nécessité? Déjà, ça vient de mon histoire personnelle. Je suis arrivée en France il y a une dizaine d'années. Je ne savais pas qu'il y avait un truc qu'on appelle sans-papier, qu'il fallait avoir un titre de séjour, qu'il fallait, il y avait des difficultés pour avoir un logement, des difficultés pour travailler. Donc, j'ai été confrontée à cette situation qui a été très difficile pour moi en tant que sans-papier. Étant sur le terrain, j'ai constaté la difficulté qu'on peut avoir quand on n'est pas dans son pays, de ne pas avoir un titre de séjour, de laisser sa culture et trouver une autre culture, trouver sa place dans tout ça n'a pas été facile pour moi. Alors, ayant sorti un peu la tête de l'eau, parce que même avoir un titre de séjour, c'est pas une preuve qu'on va bien, hein. Ayant sorti un peu la tête de l'eau, je me suis dit, ben Rose, tu peux pas tomber quelque part et ne pas sensibiliser autour de toi afin que les autres ne se retrouvent pas dans la même erreur que toi. D'où l'idée d'officialiser, parce que officieusement, j'accompagnais des gens, tout moi, je le faisais. Je me suis dit, en l'officialisant, ça va plus impacter et avoir plus de réponses du côté de l'État aussi, qui met en place des dispositifs de réclamation pour les sans-papiers. Voilà, c'était ça l'idée. L'association est noble, l'acte l'est aussi. Maintenant, revenons plus en profondeur, parce qu'après tout, ces plateformes à un format qui on essaye de sensibiliser notre peuple en adressant des sujets plus ou moins avec une approche controverse. Bon, pardon, quelles sont les valeurs et la vision? Quelles sont vos valeurs et visions de la philosophie quelles sont les valeurs ou la vision ou encore la philosophie de la plateforme Instance Sociale par Rose? Déjà, Instance Sociale, on travaille sur une devise sur une devise qui est la sensibilisation, l'accompagnement et l'orientation. Dans la sensibilisation, bien sûr, on le fait par des directs. Ces directs-là qui sensibilisent sur plusieurs sujets, que ce soit des sujets administratifs liés à la régularisation, que ce soit des sujets, je ne sais pas si on est pas d'accord, que ce soit des sujets liés à la sensibilisation de l'état d'esprit que nous avons entre nous, les étrangers, parce que je ne dirais pas les Africains, les étrangers, sur la manière dont on doit vivre en France selon la culture française et la nôtre. Ouais. Donc, je ne sais pas si ma réponse va dans le sens de ta question. Non, il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens. En fait,
moi, personne, je suis là pour écouter, découvrir et apprendre comme l'audience. Donc, D'accord. avoir une orientation des questions que je pose, peut-être que je l'aurai plus tard, mais pour l'instant, c'est pour dire au public que les compagnies, que les structures africaines, pour qu'elles puissent marcher, doivent avoir une vision, une orientation et une philosophie. Donc, quand vous posez cette question, c'était pour voir votre vision, mais ça n'a pas, je n'ai pas je n'ai pas d'idée arrêtée quoi votre vision doit être, ou bien votre vision de la plateforme. Donc, si vous pouvez, vous êtes libre de continuer à développer votre philosophie et votre vision qui sont basées sur 3 points: sensibilisation, accompagnement et orientation, si je me trompe. D'accord. Le but de ces 3 points, c'est pour notre vision est de permettre à tous les étrangers d'être assez intégrés sur le territoire français. D'où le slogan, l'information, c'est la base. Notre vision, c'est que l'étranger puisse retrouver sa place sur le territoire français. Et quand je parle de sa place, c'est avec tout ce qui entoure euh, l'intégration et l'épanouissement d'un étranger en France, en fait. C'est ça notre vision globale d'Instance Sociale Virus. Ok. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce que Rose Eki est une influenceuse, une coach, une charlatan, une expert avec? Parce que nous vivons dans une société ou dans un monde où nous avons une culture où nous sommes des experts à victimiser ou bien à refuser ce que nous-mêmes nous faisons. Quand il pose cette question, es-tu coach, influenceuse, charlatan? Parce que il faut bien que nous essayons d'adresser ce problème. Pourquoi est-ce que votre page n'a pas aussi d'influence? Pourquoi est-ce que le noir ne peut pas se... Non, répondez d'abord à la question. Et vous, un En coach, fait, influenceuse ou charlatan? la question, déjà, cette question. Je ne suis ni coach, ni influenceuse, ni charlatante, ni quoi que ce soit. Certes, on est à l'ère du numérique, on a besoin des réseaux sociaux pour faire passer le message qu'on a. Ce que je peux dire clairement, c'est que Rose Eke est bénévole dans le milieu social, le milieu humanitaire. Et parallèlement, je suis travailleur social. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est pour amener ce message, cette information qui existe et que les gens ne l'ont pas. Maintenant, je ne sais pas si dans le code numérique, on va m'attribuer un titre de blogueuse ou quoi que ce soit. Moi, je ne me retrouve pas dans ça. Je suis travailleur social et le numérique, c'est la plateforme d'actualité pour informer le maximum de personnes. J'ai envie de dire Dieu merci, parce que ça se passe très bien, malgré que, fatalement, on sait que les réseaux sociaux, c'est généralement quand on se met à poil, qu'on a plus d'abonnés. Mais bon, je n'y peux rien. J'espère que la mentalité changera et chacun de nous fera ce qu'il So, faut pour changer. non, c'est vraiment intéressant. Comme quoi la distraction a toujours été a toujours été le fond de commerce de certains d'entre nous. Euh, Revenons plus en profondeur. Maintenant, j'aimerais ça. Pour moi, l'immigration ou bien l'immigration est un business à but lucratif. Moi, ils appellent ça hashtag nonsense, hashtag free up à maman. Qu'en pensez-vous? Tu peux te répéter, s'il te plaît? Non, je disais que pour moi, l'immigration ou bien l'immigration est un business lucratif. Moi, j'appelle ça hashtag nonsense ou hashtag free up our mind. Qu'en pensez-vous? Un business lucratif, je dirais oui et non. Parce que, oui et non. Parce que le dire comme ça, c'est un peu trop cru. Parce que c'est comme si, quand on dit un business lucratif, ça veut dire qu'on vend un truc pour avoir un bénéfice. Si je comprends, hein, je veux bien. Non. Ça, c'est Si, oui. Ce que je veux dire, c'est un business dans le terme propre, business lucratif. Comme d'accord. vendre des bonbons ou bien comme vendre, quand là, si, par exemple, il y a plusieurs, comme les ressources naturelles sont des business lucratifs. Donc, D'accord. l'immigration ou l'immigration, c'est un business lucratif. Qu'en pensez-vous? Hashtag nonsense. Je ne donnerai pas un avis très concret parce que j'essaie de le pousser dans ma réflexion. Je me dis si c'est un business lucratif, avant de donner ma réponse concrète à ça, j'ai envie de savoir qui est le vendeur, qui est l'acheteur pour qu'il soit un business lucratif et tout. Mais pour moi, je pense que l'immigration,
je le vois pas comme ça, comme une business. Ok, vous avez parlé et plutôt qui est l'acheteur, qui est le vendeur, qui est le client. Si En j'ai fait, qui le est, détail, je pourrais donner quel est le détail? Euh, Mm. Nous avons l'Union européenne qui promouvoit l'immigration. L'immigration a toujours été un fait d'actualité. Là, ça ne commence pas en Afrique. Nous avons des grandes vagues d'immigration après la Deuxième Guerre mondiale où une grande partie de l'Europe ont immigré vers l'Amérique pour des raisons, même les Polonais, pour des raisons économiques, pour construire ces pays. Donc, l'employé était le gouvernement. L'employeur, c'était le gouvernement. Les employés, c'était les Polonais, les Italiens, les Irlandais qui se sont déplacés en masse. Donc, elle dit que c'est un business à but lucratif. Revenons dans le cadre de la France. Chers auditeurs, pour vous rappeler, mon invité du jour, c'est Rose, et qui nous vient de la France, et qui est fondatrice et présidente de Instance Sociale by Rose. Donc, qu'en pensez-vous? En France, en France, c'est un business. Nous avons le gouvernement européen qui subvention, qui donne l'argent pour accueillir les immigrés. Les immigrés, pas de quoi, des immigrants, pas de quoi on paye près de 3 000 pounds. Près de 3 000 euros. Est-ce que c'est pas un business lucratif? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas traiter ça comme, nous ne pouvons pas traiter les passeurs comme des businessmen? Les passeurs, ça c'est un sujet qui est assez complexe parce que les passeurs c'est un danger pour l'humanité hein, parce qu'ils font la vente des. Moi je vois les passeurs comme les esclavagistes, mais c'est autre chose. Maintenant l'immigration, il y a ce qu'on appelle l'immigration choisie, l'immigration clandestine. Donc c'est pourquoi je n'arrivais pas à donner un avis très tranché quand tu me disais qu'est-ce que je pense de l'immigration, que l'immigration soit un business lucratif. Parce qu'il y a des gens, effectivement, comme tu parlais tout à l'heure, des Polonais qui allaient dans d'autres pays travailler et le patron était le gouvernement de ce pays qui les payait. C'est une forme d'immigration choisie où les gens obtiennent un visa salarié pour venir travailler, par exemple, en France. À côté, il y a ceux qui sont dans leur pays d'origine, que pour eux, ils ont une vie peut-être difficile et ils se disent que en allant en France, en Angleterre, ils vont se sentir, ils vont changer leur vie. Tout comme les Français qui vont s'installer aujourd'hui aux États-Unis, en Angleterre, c'est une forme d'immigration choisie aussi ou clandestine. Toujours est-il que le dénominateur immigration est là. Mais pour moi, les passeurs, c'est des gens qu'on doit vraiment trouver une solution pour arrêter ce qu'ils font Faut parce que arrêter. c'est pas dangereux pour l'humain. Non. En fait, je vous pose, cette question, et le public peut ressentir votre émotion sur ce sujet. Comme quoi, votre plateforme n'est pas seulement basée sur aider les gens, mais vous portez aussi l'émotion en le faisant. Mais revenons plus sur l'immigration. Comme j'ai parlé de l'immigration, j'ai parlé en grosso modo, et vous avez pu le ramener dans un concept, ou bien dans un concept que vous maîtrisez le mieux. Vous avez défini entre l'immigration choisie et l'immigration clandestine. Parlez-nous de l'immigration clandestine. Quelle est votre expérience depuis plus de 10 ans que vous êtes sur le terrain? Quelles sont les Alors, difficultés que vous avez eu à rencontrer? Allez-y. Alors, concernant l'immigration clandestine, il y a beaucoup de catégories, hein. Il y a ceux qui prennent la route, comme on appelle vulgairement au Cameroun, pour ceux qui ne sont pas Cameroun, les beaux-ailleurs et les beaux-aïeuses, qui prennent la route, qui rencontrent des difficultés jusqu'à arriver à la destination choisie. Il y a ceux qui prennent même l'avion parce qu'ils ont des réseaux de visas, de tout ce qui va avec. Ils arrivent ici. Toujours est-il, le dénominateur commun que toutes ces personnes ont eu, et moi y compris, c'est le choc culturel. Le fait qu'on arrive, soit certains sont avertis qu'ils vont arriver, il va falloir se débrouiller pour avoir un titre de séjour, ils vont arriver, il va falloir se débrouiller pour travailler, ainsi de suite. Moi, la difficulté que j'ai toujours eue sur le terrain, c'était le manque de titre de séjour, le manque d'informations sur comment s'intégrer sur le territoire français. Et ce n'est pas facile parce que c'est un travail qui est très vaste, que ce soit psychologique, physique, psychique, tout ce qui va avec, et administratif, c'est très lourd. Surtout pour les personnes qui prennent la route, qui viennent par bateau, qui viennent par ci, par ça. C'est très lourd pour eux d'être accompagnés. Et même pour nous, les accompagnants, c'est pas évident, émotionnellement surtout. Ouais. Justement, je vais vous poser une question qui va paraître un peu bizarre, mais qui est pleine de bon sens selon moi. Est-ce que vous faites dans la promotion de l'immigration ou bien dans la promotion de l'information?
Je fais dans la promotion de l'information. Ouais. C'est très important. Et je ne donne aucune orientation à une personne qui n'est pas en France sur oui, tu peux arriver en France, tu auras ci, tu auras ça. Non. Je ne donne pas, je n'accompagne pas des personnes qui ne sont pas sur le territoire français. Je ne réponds jamais à un message des personnes qui sont là, peu importe comment ils sont arrivés, ça ne m'engage pas. Mais dès qu'ils sont là, en fonction de leurs difficultés, ils sont orientés avec des services qui existent déjà. On ne crée rien. Donc, on est là pour la promotion de l'information. L'information. Comme quoi mon peuple, il y a une personne qui l'a dit, comme quoi mon peuple périt. Dans la Bible, on a dit mon peuple périt par manque d'information. Donc votre acte est louable. Et vraiment, comment est-ce que... En fait, je me suis un peu emballé dans mes questions, mais c'est pas un problème. Donc, je voulais alors vous demander quelle est l'expérience que vous avez eue sur le terrain qui vous a le plus marqué. Parce que, oui, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué sur le terrain en tant que personne qui aide les sans-papiers, nos frères et sœurs. Non, avant qu'on arrive là, maintenant je m'appelle la question. Est-ce que Instance Sociale par Rose fait juste exclusivement de la communauté africaine ou bien aide tous les... Est-ce que Instance par Rose aide les sans-papiers avec l'orientation de leur peau, basée sur l'orientation de leur peau ou bien de leur sexe? Non, non, non. Instance Sociale Barros, comme j'ai dit au début, c'est une association qui s'occupe de toute personne en difficulté administrative en France. Plus particulièrement les sans-papiers. Dans notre communauté, l'Instance Sociale Barros, on a des Arabes, des Égyptiens, des Tunisiens, des Marocains, des Chinois, des Moldaves qui sont là. En fait, tous ceux qui sont en France, qui ont des difficultés administratives. Et en passant, il y a aussi des Français qui ont des difficultés administratives qui sont accompagnés par Instance Sociale Barros. C'est juste que l'accompagnement est personnalisé selon les profils et selon les difficultés de chacun. Mais Voilà. quand vous dites en passant, il y a des Français qui sont accompagnés par Instance Sociale par Rose. Les Français d'origine, en fait, je ne comprends pas. Expliquez plus pour notre public, pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Français, c'est français. Donc, dès lors qu'il a la nationalité française, non, c'est juste pour faire une précision, pour que les gens ne se mettent pas dans l'ambiguïté. Quand je parle de français, si ça peut, si ça répond à la question, oui, il y a des blancs qui ont des difficultés administratives, des grosses difficultés, même plus que les sans-papiers, qui sont accompagnés par Instance Sociale Barros. Parfaitement. Mais maintenant, ce mythe où on dit que sans les papiers en Europe ou bien en France, que en France ou dans le UK, vous n'êtes rien. Mais est-ce que c'est vrai, d'après vous qui êtes sur le terrain, est-ce que sans papier, un Africain ou bien un étranger ne peut pas se construire? Moi, j'appelle ça hashtag free up my mind et hashtag nonsense. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vrai et c'est faux. Voilà. donc, donc, vous avez en train de dire c'est vrai faux. Voilà, je m'explique. Oh, Donc, allez-y. c'est vrai parce que l'orientation que la communauté étrangère, parce que je ne vais pas parler de la communauté africaine étrangère, parce qu'on pense que c'est que nous les Africains, mais il y a aussi des Portugais, des trucs qui pensent pareil. Donc, à la communauté étrangère pense que, étant sans papier, vous n'avez aucune valeur. Pourquoi? Parce que la pression sociale, la pression sociale a construit ça ainsi et les gens se sont appropriés. On te donne de la valeur parce que tu as les papiers. Sauf qu'il y a des gens qui ont des papiers qui sont des vraies pourritures. Désolée du terme, hein, je suis désolée, c'est juste pour bien caricaturer le sujet. Il y a des gens qui ont des papiers qui ne valent rien du tout, qui n'ont rien. Ils sont là dans la rue. Moi, j'en connais des clochards qui ont des papiers. Et quand je parle de clochards, je ne parle pas des Blancs. Je parle des Africains qui sont ici et même de ma communauté camerounaise qui sont des clochards à Paris qui ont la nationalité. Ils n'ont rien. La famille n'a même pas leur nouvelle. Ils n'ont même pas où dormir. Pourtant, ils ont un titre de séjour. À côté, je connais des sans-papiers qui se sont intégrés sur ce territoire, qui sont là depuis des années, mais qui ont construit au pays, qui paient les études pour leurs enfants dans des écoles privées et très bien, mais étant sans-papiers. Sauf que ce statut de sans-papier, face à son semblable, il ne représente rien. Pourquoi? Parce que le système a permis que ce soit comme ça.
le sans-papier ne vaut rien et l'autre l'a accepté. C'est très profond. C'est très profond, ce fait de dire on n'est rien sans papier. C'est pourquoi je dis c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que c'est le regard social, c'est le système français pour moi. Je ne connais pas comment ça se passe en Angleterre. J'estime que c'est le système français qui a réduit l'étranger au papier et le frère a accepté ça pour réduire son frère. Donc, je ne sais pas si... Non, c'est ma vision de la chose, en fait. C'est le système. Moi, j'attaque le système face à ça. Bien que chacun n'ait pas de responsabilité. Mais justement, il y a tellement de sagesse dans ce que vous avez dit, mais je vais juste m'attacher à la dernière, où vous dites que c'est le système, vous accusez le système. Mais quelle est la responsabilité des immigrants qui ont des papiers et qui marginalisent des autres qui n'en ont pas? Parce que nous pouvons profiter de ce cas pour parler du mariage. D'accord. En fait, moi, j'ai envie de dire la responsabilité de nous, les étrangers, c'est déjà le manque d'information. Parce que je pense que si on avait la bonne information, on n'aurait pas réduit le prochain au papier. Ça, c'est ce que je pense. Si on avait compris que la valeur humaine n'est pas réduite au titre de séjour, on n'aurait pas peut-être traité l'autre de cette façon. Et je pense que le problème aussi très profond, il y a aussi de la méchanceté. Ce n'est pas le système qui crée cette méchanceté, c'est qu'on a déjà ça dans nos pays d'origine, dans nos familles. Donc, et quand on arrive ici, on le développe vis-à-vis de l'autre parce qu'on a dit quand tu as les papiers, tu n'as rien. On profite de ça pour développer des choses vis-à-vis de l'autre. Moi... Donc, est-ce que c'est la méchanceté gratuite? Parce que quand vous parlez de la méchanceté, donc voulez-vous dire qu'il y a certains d'entre nous qu'on ne vient pas apprendre à être méchant en Europe. On est méchant depuis le Cameroun. Ils ont porté les méchancetés venir en Europe est-ce que c'est cette mentalité que vous créez de croire que c'est ici qu'on apprend la méchanceté? Pourtant, depuis la source, nous sommes méchants envers nous. Est-ce que c'est ça que vous décriez? La méchanceté n'est jamais comment je vais dire, n'est jamais justifiée. Pour te dire que quand tu me dis est-ce que c'est la méchanceté gratuite, la méchanceté n'est jamais justifiée. Donc, pour moi, la méchanceté, c'est quelque chose de gratuit. On n'est pas obligé de faire du mal aux gens en justifiant que non, il m'a fait ça, non, comme il est sans papier, moi, je vais lui faire ça. Ou bien parce que moi, quand j'étais sans papier, on m'a maltraité. Maintenant que j'ai les papiers, je vais rendre la pièce. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est parce qu'à la base, tu es déjà quelqu'un qui développe de la méchanceté. Tu te caches derrière les papiers pour faire croire que c'est à cause de ça que tu es méchant. Non. Et ici en Europe, je ne sais pas en Angleterre, moi j'estime qu'en France, comme c'est un environnement où il n'y a pas le cousin, la tante, le voisin qui te regarde, personne n'a peur de ce qu'on va penser de lui et il a la latitude de développer plus de méchanceté, contrairement au pays où si tu lançais le caillou à l'enfant du voisin, il y a un autre voisin qui dit mais pourquoi tu fais ça? Ça te retient juste l'idée de savoir que quelqu'un va te demander pourquoi tu l'as fait. Mais ici, on a cette latitude où on peut dîner avec ses démons quand on veut et on choisit la facilité qui est plus de faire du mal que du bien. Vous avez une phrase qui m'amuse beaucoup, mais qui est pleine de sagesse. Quand je vous écoute, où vous dites que vous défendez l'humain. Vous ne défendez pas, vous défendez l'humain. Que voulez-vous dire par « je défends l'humain » ? Parce que c'est vraiment pertinent avant qu'on attaque le sujet des troubles mentaux et du mariage. Quand je dis « je défends l'humain », c'est parce que je ne veux pas faire partie je suis quelqu'un de différent. Je ne veux pas faire partie d'un clan où Instance Sosa Barros, comme c'est une femme, elle défend les droits des femmes. Comme Instance Sosa Barros, c'est une femme, elle défend les droits des hommes ou elle défend les droits de tel. Je défends l'humain. C'est pourquoi avec Instance Sosa Barros, que tu sois homme, femme, enfant, dès lors que j'ai les preuves, les éléments qui justifient que tel s'est attaqué à toi injustement et que tu es en danger, j'interviens. C'est ça. Je ne suis pas là pour elle faire partie que non, elle défend les droits des femmes, des hommes. Non, je défends l'humain parce que c'est ce que j'aurais souhaité quand j'étais dans cette situation difficile, recevoir. Je donne ce que j'aurais souhaité recevoir et pour permettre aux gens de ne pas se retrouver dans la même difficulté que j'ai eue quand j'étais sans papier. Comme quoi vous êtes humaine. Chers auditeurs, permettez-nous de prendre une pause musicale où nous allons écouter Petit Pays. Le titre de la musique c'est Eboki.
Bienvenue une fois de plus sur le plateau de Jambo Radio. Nous étions à écouter Petit Pays, le titre de la musique c'est Eboki. Avant que je ne continue, permettez-moi de vous rappeler aux auditeurs comment ils peuvent entrer en contact avec leurs commentaires ou leur point de vue sur #nonsense. Si vous souhaitez participer à la conversation ou nous contacter, vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp au +44 74 59 90 8 22. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez également nous envoyer un message sur Facebook à Jambo Radio Scotland ou Jambo Radio Glasgow. Sur Twitter, nous sommes @Jambo Radio 1 et sur Instagram, nous sommes Jambo Radio.Scotland. Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à l'email info@jamboradio.co.uk. Envoyez-nous vos commentaires et vos points de vue sur mon point de vue sur la culture. Moi-même et mes intervenants sont curieux de connaître ce que vous pensez du sujet du jour qui est l'aliénation mentale chez le peuple afro-descendant. Madame Eke. Allô, Madame Eke. Oui, je suis là. je croyais que je vous avais perdu pour un instant. Non, je suis là. Comme je disais et tantôt, nous étions en train de parler, vous avez parlé que vous défendez l'humain et non le genre, le sexe, l'humain. Donc c'est où je voulais vous demander justement à qui revient l'autorité parentale de nos enfants dans le Royaume-Uni, à qui revient l'autorité parentale de nos enfants en Occident, d'abord qu'en France. Parce que justement, nous allons retomber sur l'immigration à travers ça. Bref, l'autorité parentale, je ne donnerai pas une réponse tranchée parce que il y a plusieurs éléments qui doivent entrer dans le contexte en fait. Naturellement, l'autorité parentale revient aux deux parents, le père et la mère. Maintenant, je pense qu'en fonction de tous les pays et même du Cameroun, en fonction de ce qui entoure l'enfant, les parents peuvent perdre l'autorité parentale ou l'un des parents. Moi, je pense que légalement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a d'autres problématiques qui peuvent faire à ce que l'un des parents manipule l'enfant pour qu'il perde, pour que l'autre parent perde l'autorité parentale. Donc, je ne sais pas si ma réponse va arranger les auditeurs, ils pourront leur avis. Naturellement, l'autorité parentale revient aux deux parents. Maintenant, en fonction de tout ce qui entoure les difficultés, l'épanouissement de cet enfant, l'un peut perdre ou les deux. Voilà. Votre réponse, c'est votre point de vue sur mon point de vue sur la culture. Si un auditeur, comme je l'ai déjà en profite, si un auditeur a une autre opinion ou bien une opinion quelconque, n'hésitez pas à nous contacter et partager vos opinions. Parce qu'elle pose ces questions, que nous vivons en Occident, c'est comme si l'autorité parentale vient au gouvernement, au père, à la mère, mais rarement au père. Et je sors de cette question pour revenir dans le cas des émigrés, des gens sans papier. Comment l'impact d'être sans papier? Est-ce qu'un sans papier ne peut pas éduquer son enfant? Déjà, c'est pourquoi je dis toujours, par faute d'information, on n'a pas les armes de guerre. Quand je parle de guerre, c'est pas la guerre dans le propre sens du terme. Si quelqu'un pense qu'en tant que sans-papier, on ne peut pas exercer son droit parental, c'est très dangereux pour celui qui le pense. Parce que même l'État, je dis bien, même l'administration, c'est pourquoi je dis souvent dans mes directs, aux hommes surtout, parce que le regard social ou l'information sociale veut que c'est la mère qui a tous les droits. On dit, non, en France, les femmes sont plus avantagées. C'est vrai et c'est faux. En ce qui concerne l'autorité parentale, je connais des hommes qui ont été accompagnés par Instance sociale Barros, qui aujourd'hui reçoivent une pension alimentaire versée par la mère. Et il a eu l'autorité parentale. Pourquoi? Ce n'est pas Instance sociale Barros qui fait la magie, mais c'est la loi qui dit que si l'un des parents n'assume pas ses responsabilités comme il faut, il peut la perdre. Mais les hommes, moi, la difficulté chez les hommes, ce que je vous reproche, vous les hommes, c'est que vous ne vous battez pas pour vos intérêts. Parce qu'on a dit naturellement que l'homme n'a pas le droit. Et vous vous êtes resté là-dessus parce que c'est de la fainéantise masculine. Je ne l'accepte pas. Tu es le père de cet enfant. La mère t'empêche d'exercer ton droit parental. La loi est là pour te permettre d'avoir ce droit.
Donc, tu fais valoir tes droits, tout simplement. Non, ce que vous avez dit justement entre dans le titre où j'ai parlé, nous parlons du culte de la victimisation plus le refus de responsabilité. Quand vous parlez par exemple du genre masculin, de nos jours, j'avais une invitée qui est passée sur la plateforme justement qui disait que les hommes de nos jours sont devenus mous. Ne pensez-vous pas que dans votre cas, pensez-vous pas que beaucoup des hommes basé sur ce que vous dites, vous n'avez pas plutôt la malchance de tomber sur ces gens qui ne veulent pas réclamer leurs droits? Parce que pour moi, je crois qu'il y en a certains qui se battent pour avoir les enfants en tant qu'hommes, en tant que gens masculins. Qu'en pensez-vous? Vouloir réclamer ses droits et les réclamer, il y a un grand fossé. Ok, Très allez-y. important. Il y a des gens qui veulent réclamer, mais ils ne se donnent pas les moyens de le faire. C'est très différent. Il n'y a personne qui ne veut pas assumer ses droits. Mais beaucoup ne veulent pas se battre comme il faut. Et c'est ça qui rejoint dans la culture, parce que les étrangers, les Africains en particulier, on a cette culture où quand on est au pays, tu vas aller au commissariat, donner un pot de vin à l'inspecteur qui va tout faire pour toi et tu vas recevoir le courrier à la maison. La différence en France, par exemple, c'est que tu dois te lever, aller télécharger le dossier pour contacter le juge des affaires familiales, le remplir, aller poster, attendre d'être convoqué, prendre un avocat ou toi-même rédiger tes demandes afin d'être convoqué dans un tribunal pour mener tout le combat. Mais beaucoup d'Africains ne le font pas parce que pour lui, c'est une perte de temps. L'enfant va grandir, va me chercher. C'est ce que je reproche aux hommes, en fait, de pouvoir faire leur démarche administrative afin de faire valoir leurs droits. Ah non, ça sera trop long, ça va me perdre du temps. De toutes les façons, comme elle veut garder l'enfant, qu'elle reste avec l'enfant, l'enfant va me chercher. C'est ça que je reproche aux hommes. Comme quoi le manque de papier n'empêche pas tout parent afrodescendant ou pas d'éduquer les enfants ou bien de proposer des solutions. L'enfant va grandir et va me chercher. Ça me fait penser à la soumission. Qu'en pensez-vous? Parce que l'effet de, comme vous avez dit plutôt, que les hommes disent l'enfant va grandir et me chercher. Dans une autre lancée, nous avons le mot soumission qui gangrène notre communauté afrodescendante. Quelle est votre opinion sur ces deux mots? Soumission, pour moi, ça veut rien dire. Je sais pas ce qu'on met dans soumission. En fait. Pour moi, ça veut rien dire du tout. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça n'entre pas dans ma vision du vivre ensemble. Du vivre ensemble. Je sais pas à quoi ça reflète pour moi. J'ai jamais donné un avis là-dessus parce que je n'ai jamais compris. Parce que pour que je donne mon avis, il faut que je comprenne à quoi ça sert ce mot, qu'est-ce que ça représente pour l'évolution du vivre ensemble, de la vie de couple et de l'épanouissement des enfants. Je ne vois pas en quoi la soumission veut dire. Pour moi, je sais qu'une relation de deux personnes, que ce soit entre copines ou bien de couple d'amoureux, on parle de complémentarité. Et chacun connaît à quoi il sert dans une relation et chacun assume sa part. C'est comme un contrat de travail. Qui est le patron, qui est l'employé, qu'est-ce que l'employé reçoit quand il fait son travail, qu'est-ce que le patron reçoit quand l'employé fait son travail. Le jour que ça ne va pas, soit vous faites une commission d'arrangement ou bien soit vous divorcez, vous vous séparez sans pour autant détruire l'autre. C'est comme ça que je vois la vie. On va me dire, tu es une rêveuse, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on va se détruire. C'est pas parce que l'autre ne fait pas comme on veut qu'on ne peut pas être ensemble. Donc, pour moi, soumission, c'est du fait. Nous avons, Madame Rose, Madame Eke, nous avons l'opportunité de partager sur ces fléaux qui gangrènent tous ces mots, tests de paternité ou pas. Nous avons une opportunité de bavarder, mais l'opportunité aujourd'hui n'est pas de parler sur ces fléaux qui nous divisent. Au contraire, de se concentrer sur ces fléaux qui nous rassemblent, tels que l'information que vous essayez de partager avec notre communauté et en dehors de notre communauté, avec l'humain. Donc ça, c'est un truc très important que moi, je soutiens. Vous étiez en train de dire que nous sommes paresseux. Vous étiez en train de dire que est-ce que le simple fait que nous, certains émigrés ou bien certains immigrants n'arrivent pas à s'intégrer ou bien n'arrivent pas à s'en sortir, c'est le fait qu'ils sont paresseux, qu'ils ont porté la paresse depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis les pays africains et les Caraïbes. Ils sont venus s'installer en Europe avec la paresse.
Non, non, là, il faut que je m'explique bien. Quand je parlais de Allez-y. la paresse administrative, c'était bien dans le contexte de défendre ses droits de père. Ah, Maintenant, certains ne se retrouvent pas ici en fonction de qui l'a accueilli en France, en fonction de sa propre mentalité, de son mindset personnel et aussi de qui lui tient la main. C'est très important. D'autres cas, ils viennent de l'Afrique, ils ramènent, je vais prendre l'exemple, comme je dis toujours, je parle du Cameroun, il part de Bepanda pour Paris, mais il ramène Bepanda dans l'avion, il vient s'installer à Paris après. Et ça qui perturbe, qui crée des difficultés psychologiques aux gens et tout. Et c'est ça, en fait. Moi, je pense que ces gens-là, il y a des difficultés parce que c'est intégré, ils ne veulent pas avoir la bonne information parce qu'on lui a dit, moi j'ai un réseau du Kaolo, tu as 5 000 euros, je te trouve. Et pour lui, c'est la facilité. Il y a d'autres personnes aussi qui ont la phobie administrative. Ce n'est pas un problème des Blancs, parce qu'on dit toujours, ah, quand tu as les maladies des Blancs, non. La phobie administrative des étrangers l'ont énormément parce qu'on n'a pas la culture administrative. On ne l'a pas. Même pour faire la pièce d'identité au pays, si tu as un ami au commissariat, tu arrives, on te prend des empreintes, tu pars, c'est même l'ami qui t'appelle après que c'est sorti. Mais ici, il faut avoir le temps. Non seulement, tu as dit au début, les Noirs n'aiment pas lire. Ça peut choquer, mais c'est vrai. C'est vrai, ça peut choquer. Mon père, il disait toujours, pour tuer l'humain, il faut écrire. Et c'est quand j'étais petite, je l'entendais dire ça, j'en rigolais, je comprenais pas. C'est quand je suis arrivée en France que ce mot-là me revenait tout le temps dans la tête. Mon père disait toujours, pour tuer l'humain, il faut écrire. Il faut écrire. Dès que on a des difficultés, on n'aime pas lire. Mais on aime lire ce qui nous abrutit. Parce que si j'écris là maintenant que, oh, il y a telle personne qui s'est mise à poil dans tel quartier, on lit ça facilement que quand c'est un article de la préfecture, par exemple. On ne prend pas le temps de le lire. Pourquoi? Parce qu'on a, parfois, c'est que, ah, c'est ça. Je ne sais pas si c'est, je sais, sincèrement, je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal à lire. Et moi-même, au départ, j'étais comme ça. Au départ, moi-même, j'étais comme ça parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est seulement les autres qui sont comme ça. Moi-même, en tant qu'étranger, quand je suis arrivée en France, parce que je n'avais pas cette culture depuis le pays, même si je lisais, on lit les cours qu'on nous a appris à l'école, on lit parce qu'on a un travail, qu'on a peut-être un rapport de stage à faire, ainsi de suite, mais on ne lit pas pour se cultiver, pour comprendre son environnement, pour faire ceci. Et c'est ça qu'on doit commencer à faire. Et moi aussi, j'étais comme ça. Hein. Quand on m'a accueilli en France, le frangin qui m'a accueilli m'a dit, Rose, je ne peux rien faire pour toi en dehors de te payer Internet pour que tu fasses de Google ton ami. Si tu ne lis pas, t'es foutu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me débrouiller par Internet. Internet. Mais parmi tous ces gens que vous aidez, tous ces, disons, ces sans-papiers, y a-t-il des étudiants? Parce que quand vous parlez, n'aime parler, je me dis bien que peut-être s'il y a des étudiants, peut-être qu'ils sont différents. Les étudiants sont pour moi, c'est mon point de vue, Ah, les étudiants sont les plus fragiles en termes de papier en France, pour moi. J'ai un accompagnement très, très personnalisé pour eux. Je trouve qu'ils sont les plus fragiles pour une simple raison que quand on a un visa, on parlait de l'immigration choisie tout à l'heure, il y a ceux qui viennent pour le travail, ceux qui viennent par regroupement familial, pour les soins de santé, et les étudiants qui viennent pour les études. Sauf que beaucoup de ces étudiants, par manque d'information, par manque d'orientation, se retrouvent sans papier à cause peut-être du mauvais choix de filière qu'ils viennent faire en France, peut-être parce qu'ils n'ont pas validé leur visa à temps, peut-être parce que quand ils sont arrivés, le choc culturel a impacté dans leurs études et au moment du renouvellement, à cause des mauvaises notes, la préfecture leur dit, ben, écoute, t'es venu, t'as rien foutu, tu rentres chez toi. Et ils se retrouvent sans papier. Et eux, ils sont les plus fragiles parce que le cerveau disjoncte. Le cerveau, il disjoncte. C'est très grave. Pour moi, les étudiants sont les plus fragiles, contrairement à celui qui, on dit vulgairement, le beau-ailleurs, il est déjà dans la peau d'un guerrier. Il sait que là, je m'en vais choquer et il est prêt psychologiquement. C'est pas pour dire qu'il est mieux que l'étudiant ou que l'étudiant est mieux que lui, mais je trouve que l'étudiant est le plus fragile. les beaux-arts, comme vous l'avez, ce sont des guerriers. Ils savent que eux, ils s'en vont. Malheureusement, plusieurs d'entre eux ne tiennent pas le coup. Parce que les difficultés de l'Europe vont des difficultés financières aux difficultés psychologiques. Euh,
ça fait un plaisir de vous avoir au programme aujourd'hui, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Avant qu'on ne sorte de l'émission, y a-t-il un message que vous aimeriez, d'abord un message que vous aimeriez partager en votre langue maternelle pour revaloriser notre culture, pour revaloriser notre continent? Ouais, c'est un peu en ma langue maternelle, oui, mais bon, je vais un peu synthétiser ce que je vais envoyer comme message Euh, à la communauté en ma langue maternelle. Je vais déjà dire pour Maza. Ben vous allez mon mien, vous avez comme un seul, je peux dire, bipe. Oh mince. Je vais pas être- Prenez votre temps, prenez votre temps. C'est pour ça qu'on est pas. En fait, tout ça fait partie des réalités. Tu vois un peu, pour moi, c'est que prenez votre temps. Je suis patient parce que c'est important que j'ai ce message en bafang pour tous les bafang qui me regardent chaque jour ici. Vous avez comme un seul, je peux dire qu'on fout il y a Simbi comme un goût. Ok, on va coller pas mon un angle, on vous a fait ça, il y a non. Persi, tu es si mais tu m'as encore Simbi Peba, vous a Simbi Peba. Per tram fa un bicie, il y en a un gambi. Donc, vraiment, un bambi. Mais vous a fait des papiers. Voilà, j'ai terminé. Non, c'était vraiment impressionnant. Puis moi, je suis battu, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris. C'était petite partie. Apparemment, mon ingénieur de son te demande de répéter. Parce qu'apparemment, il est bafard. Oui, je ne sais pas si votre frère il va écouter. Mais il a un mot qui dit que, pardon, j'ai encore quand je répète. Il a quand même dit que ça l'a envoyé au village. Il était à l'aise. Donc, Je répète, mais si j'ai encore dit la même chose. non. Ok. Ok. Donc, nous aurons l'opportunité, puisque il y a certaines questions que j'aimerais poser. D'après la fiche des questions que vous avez envoyées, nous n'avons même pas plus parcouru plus à peu près de 10. Et je me suis rendu compte que non, il y a d'autres sujets tels que ce sujet de la folie que nous devons adresser. Quand je dis la folie, c'est nous devons l'adresser pour que les gens comprennent que nous sommes malades ou pas, peu importe, mais nous devons avoir des manières. Parce que un autisme dans la communauté noire, ici en Europe, est plus traité qu'un autisme dans la communauté noire en Afrique. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à donner le même traitement à tous nos enfants? Qu'est-ce que ça en fait? Mais nous en reviendrons là. Donc, il y a plusieurs sujets comme ça. Donc, c'est fait un plaisir de vous avoir au programme. Merci, c'était aussi un plaisir d'échanger avec vous. Et oui. Et allez-y. D'accord, je dis c'était un plaisir déjà pour moi d'échanger avec vous et je tiens aussi à dire ici devant les auditeurs que ça fait du bien de savoir qu'on est suivi par des personnes qui peuvent nous contacter par derrière et nous dire voilà ce que vous faites sur votre plateforme nous intéresse, on aimerait vous inviter sur notre plateau. C'est très valorisant et ça donne cette envie de se dire on n'est pas sur le mauvais chemin. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas pour notre page parce que les gens comme vous qui nous contactent inbox nous disent Madame, et qu'est-ce que vous faites est bien, est-ce qu'on peut échanger? Ça donne envie et la force de continuer. Et franchement, je profite pour vous dire merci et surtout vous aussi, étant aussi une jeune entreprise, je vous dis félicitations et beaucoup de courage pour la suite. Tout le plaisir est partagé. J'ai presque rougi. Vraiment, merci d'être venu une fois de plus. Et je serais ravi de discuter avec vous. Et je vous souhaite beaucoup de courage. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribéen est aliéné. #nonsense. Le peuple afro-caribéen plus l'émotion est égale à l'esclavage. Alors je me pose la question, pourquoi le noir n'aime pas le noir? Pourquoi le noir pense qu'il est le premier à valoriser ou bien à faire de l'immigration ou bien de l'immigration, bien de l'immigration? Comme le dit le poète Sédar Senghor, l'émotion est nègre, la raison est aliénée. La victimisation plus les mouvements pro-noirs est égale à néo-esclavage. Cheikh Anta Diop, l'opposant culturel savamment inoculé depuis la plus tendre enfance est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. Dili, une planificateuse financière certifiée,
avait lu un matin sur les ondes d'une station radio de New York. Les Noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves. Nous pouvons encore continuer à récolter des profits des Noirs sans effort physique de notre part. Regardez les méthodes actuelles de maintien dans l'esclavage qui s'imposent. Ignorance, avidité et égoïsme. Je suis Paul Gangue. Restez à l'écoute.
Donc, ma mère,